Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie que reçoit M. Amadou Gueye, c'est bien ça. Il est le président de l'UNIS, l'Union nationale des indépendants du Sénégal. Bonsoir. Bonsoir Binta. Alors l'UNIS, ça regroupe combien de mouvements indépendants? Bon, en réalité, c'est un mouvement citoyen, c'est pas une confédération. C'est pas une... Voilà, c'est surtout des citoyens indépendants, comme on a dit, par rapport à des partis politiques, par rapport au pôle de l'opposition, par rapport au pôle du pouvoir, donc des citoyens indépendants qui sont quand même engagés. Et notre volonté, en fait, c'est de disposer d'une plateforme qui permet à ces citoyens de participer aux élections, de prendre la parole publique pour s'exprimer sur les différents enjeux qui concernent notre société. Voilà. Elle est née quand? En 2007, donc après avoir fait une réflexion qui a permis de produire d'ailleurs un bouquin sur lequel on a pu coucher un certain nombre de propositions de réforme, aussi bien sur le mode de gouvernance que sur le fonctionnement de nos institutions et sur la jeunesse, l'emploi, donc des questions qui pour nous ont toujours été des questions importantes. Et c'est sur la base de ces enjeux qu'on a trouvé qu'il y a d'autres citoyens sénégalais qu'on veut inviter à avoir cette dynamique, encore une fois, en restant relativement indépendant des pôles du pouvoir et de l'opposition. Oui. Alors pourquoi vous n'êtes pas, depuis 2007, parvenu à une réunification des indépendants du pays? Oui, je dois dire que c'est une question qui nous a préoccupés pendant longtemps et pour laquelle je dois conclure qu'en tout cas jusque-là, nous n'avons pas réussi effectivement à regrouper tous les indépendants, pour autant que l'objectif était d'avoir cette plateforme. La première raison, c'est que les indépendants, généralement, en tout cas quand ils se lancent, ils ont une certaine autonomie, une certaine liberté et ne se retrouvent pas dans un cadre. Bon, le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup d'indépendants qui ont peut-être beaucoup plus tendance à aller vers les partis politiques, donc les coalitions. Et souvent, dans ces coalitions, ils sont à la périphérie. Le troisième élément, c'est qu'il y a beaucoup de candidats indépendants qui ne se présentent que pendant les élections et après ces élections, ils disparaissent. Donc, comme s'ils n'étaient intéressés que par l'élection. Or, nous, quand nous disons que nous sommes indépendants, ce n'est pas juste comme candidats indépendants, c'est d'abord comme posture, parce que nous pensons que le Sénégal est aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie d'opposition, où il y a une bipolarisation donc, des enjeux politiques, des positions, et nous pensons que dans une situation comme celle-là, il faut qu'il y ait des citoyens, pas juste des candidats, qui ne soient pas forcément rangés dans ces pôles, et qui nous pensons que c'est la majorité qui peut d'ailleurs aujourd'hui dans ces circonstances sauver le Sénégal en évitant cette bipolarisation qui est une forme de division de notre société. Justement, pour éviter cette bipolarisation, est-ce que vous êtes en train aujourd'hui de voir les voies et moyens pour que ceux qui ne se regroupent pas dans un parti, qui ne se voient pas dans un parti politique ou de l'opposition comme du pouvoir puissent venir adhérer quand même à à l'UNIS qui existe absolument, déjà? Absolument. Je dois dire que la situation actuelle est quand même une parfaite illustration de cette vision que nous, on a depuis 2007. Nous avons toujours dit que la démocratie doit être une démocratie plurielle. Elle ne doit pas être une démocratie qui divise, elle doit être une démocratie qui permet l'expression de sentiments, d'opinions multiples. Et aujourd'hui, si nous voyons cette bipolarisation, nous pensons d'ailleurs que la majorité des Sénégalais ne se retrouvent pas dans cette bipolarisation, mais sont piégés par cette opposition frontale entre des leaders et des camps opposés. Et c'est l'occasion pour eux de constater que cette bipolarisation est dangereuse pour le Sénégal. Parce qu'on ne peut pas à chaque 10 ans, 15 ans, avoir deux leaders, deux formations qui s'affrontent et divisent la population. Donc d'ailleurs, nous serons partie prenante pour ces prochaines élections présidentielles en essayant de construire une coalition qui va effectivement non seulement incarner, disons, ces idées et ce pôle indépendant, mais qui va aussi essayer de donner une identité de cette posture d'indépendant à des citoyens. Parce qu'on peut être indépendant sans être candidat. Et nous pensons d'ailleurs que la plupart des Sénégalais se retrouvent dans cette posture d'indépendant sans être militants ou sympathisants de partis. Donc c'est en nous
communiquant davantage sur nos propositions, en participant aux différentes élections, en nous faisant entendre aussi. Je dois dire que nous-mêmes, nous n'avons pas été aussi présents que, effectivement, des citoyens indépendants et des candidats. Et nous comptons les rencontrer, la société civile, pour expliquer notre position, qu'ils se rendent compte qu'il y a des acteurs qui peuvent les incarner un peu cette position donc d'indépendance, d'équidistance par rapport aux différents pôles qui existent. Alors, vous avez évoqué tantôt cette bipolarisation qui souvent a créé des tensions dans ce pays. On a connu, si je ne me trompe, 9 crises politiques, de Senghor à Abdoulaye Wade, en passant par Diouf et Macky Sall. Cette bipolarisation entre Macky Sall justement et Sonko qui a abouti à cette crise que nous vivons aujourd'hui, cette crise sociopolitique. Exactement. Quelle est votre lecture sur cette situation? Écoutez, c'est vrai qu'on peut avoir une analyse circonstancielle de cette opposition entre Macky Sall et Sonko, ou bien entre Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi. Mais en réalité, nous pensons qu'il y a quelque chose de plus structurel. Et vous l'avez dit, le fait que ce soit récurrent est un bon indicateur pour nous montrer qu'en réalité, nous vivons dans un système qui nourrit la démocratie d'opposition. C'est-à-dire que tout le jeu politique aboutit finalement à une confrontation entre deux acteurs principaux. Et ça, nous pensons que justement, c'est un piège. Et c'est encore beaucoup plus important de régler ce problème aujourd'hui, parce que nous sommes en train de devenir un pays gazier, pétrolier. Donc, nous avons besoin de sécuriser une stabilité, non pas parce que deux acteurs se rencontrent et font un dialogue, ce qui est vraiment, pour moi, une forme de fragilité, mais il faut qu'on ait un Sénégal qui se construise dans la stabilité, dans la durée. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'opposition entre deux acteurs politiques puissent mettre en danger la stabilité de notre pays. Et pour ça, il y a un certain nombre de propositions que nous portons. Par exemple, certains disent qu'il faut réduire les pouvoirs du président de la République, mais nous voulons aller plus loin. Nous pensons que le pouvoir exécutif ne devrait pas être géré juste par une seule personne. Il est très possible que, par exemple, les 3 ou 4 ou 5 candidats qui arrivent en tête d'une élection gèrent ensemble le pays. C'est une proposition originale. Comme cela se fait ailleurs. Ça s'est fait en Suisse. Ça s'est fait en Suisse, où il y a un conseil fédéral composé de 7 membres, et à chaque année, il y a un nouveau président qui joue le rôle de président, mais en réalité, il se partage, disons, cette fonction de gestion de l'exécutif. Et donc voilà, c'est que il faut dire que cette démocratie que nous appliquons, nous n'avons pas eu à réfléchir sur notre propre modèle, culturel. Vous savez que nous, aussi bien dans la religion chrétienne que dans la religion islamique, il n'y a pas ce sens du pouvoir et de l'opposition. Dans nos propres traditions, dans nos ethnies, il n'y a pas ce sens du pouvoir et de l'opposition. Donc ce principe d'opposition, où il s'agit de s'opposer à quelqu'un de manière systématique, n'existe pas dans notre substrat culturel. Et nous l'avons importé. C'est bien, nous l'avons testé, comme nous avons testé un certain nombre d'institutions modernes, mais au bout de 50 ans, 60 ans, il nous faut nous regarder, faire le bilan de ces crises, essayer de les comprendre et éviter juste d'avoir une solution, disons, conjoncturelle. Qui pense qu'il faut mettre fin à ce régime hyper présidentialiste qui donne trop de pouvoir au président de la République, qui se comporte comme un père de famille, comme un monarque à la limite, qui a le droit de vie ou de mort sur ses concitoyens. Alors, vous n'êtes pas d'accord sur ça? Non, moi je pense que ça ne... Non, je pense que déjà, même pour... je pense qu'il y a un élément très important. C'est-à-dire que l'entité, le pouvoir qui gère la nation doit être un pouvoir qui représente, je dirais, au moins 75% à 80% de la population. Dans la proposition que je viens de vous donner, si on disait que les 4 ou 5 premiers candidats vont se retrouver dans une instance qui gère le pays, vous êtes sûr que les 90% de la population vont se retrouver dans ce pouvoir, dans ce conseil ou dans l'organe qui gère le pays. Et ça, c'est important que les citoyens se retrouvent dans ce pouvoir. Il ne faut pas que lorsqu'on finit une élection, que la moitié de la population trouve qu'elle a perdu, que son leader a perdu. C'est justement parce que nous sommes dans un dispositif où l'un gagne et tout le monde perd que les enjeux sont au maximum. Et donc, nous devons aller vers des modes de gouvernance beaucoup plus consensuels, de partage du pouvoir, parce que dans ce cas, il faut se rendre compte que
le premier ou le deuxième n'est pas mon adversaire. C'est-à-dire, je peux être premier, je peux être deuxième, mais je ne suis plus dans un rapport d'opposition. Oui. Peut-être je suis dans un rapport de rivalité pour être le premier ou le deuxième, mais dans tous les cas, je n'ai pas d'adversaire ou d'ennemi. Et c'est ce qui correspond encore une fois à notre société. Donc, s'assurer que les différentes parties soient représentées au sein de l'exécutif pour que, quelle que soit la personne qui arrive premier ou deuxième, que toutes les populations se retrouvent. Moi, je pense beaucoup plus à des solutions comme ça, plutôt que juste de diminuer le pouvoir du président de la République, parce que quel que soit le cas, il reste le seul homme qui va décider, qui peut renforcer son pouvoir. Donc, je comprends l'esprit. En attendant d'arriver à ces solutions ou de trouver des solutions, aujourd'hui, quelle est la solution urgente qu'il faut pour mettre fin à cette situation de ni paix ni guerre que nous vivons? Absolument. Alors, c'est vrai que je ne vais pas cracher quand même sur les démarches qui sont en train d'être menées. C'est vrai qu'il y a un dialogue qui est en train d'être tenu. Dans les circonstances actuelles, c'est forcément une bonne chose. Par contre, effectivement, si on regarde les enjeux, ils portent beaucoup plus sur des questions peut-être des prochaines élections et sur les candidatures, qui par ailleurs sont déjà réglées par les textes. Donc je ne comprends même pas pourquoi on va discuter de ces candidatures qui sont déjà réglées. Mais nous pensons que réellement, les prochaines élections doivent être des élections pour faire des choix de fond. Autrement dit, qu'il ne s'agisse pas juste de changer d'homme. Personnellement, je pense que ce soit Khalifa Sall ou Idrissa Seck ou Sonko, si vous le mettez dans la même position que Macky Sall, je ne vois pas pourquoi ce sera différent. Et donc nous comptons proposer justement de nouveaux modes, disons, de gouvernance de ce pays, les faire connaître aux Sénégalais, qu'ils comprennent que c'est ça qui est le système qui est le plus naturel, qui correspond à leur dispositif. Et c'est d'ailleurs ce qui explique, entre autres, pourquoi nous allons participer à ces prochaines élections. Donc pour nous, la question... Êtes candidat à la présidence. Absolument, parce que nous le savons, nous partons d'une position de minorité. Nos idées peut-être ne sont pas encore connues, nous sommes dans la minorité, mais cela ne nous effraie pas. Et encore une fois, nous avons la situation aujourd'hui qui illustre que le dispositif de gouvernance, la bipolarisation sont aujourd'hui des menaces pour le Sénégal. Et il est hors de question de faire des pansements pour que d'ici 10 ans, on vive encore la même situation. Après 60 ans, il faut aussi faire des réformes de fond qui permettent au Sénégal de devenir un pays gazier et d'aller répondre à des besoins de fond, notamment sur l'emploi des jeunes, sur lesquels aussi nous avons des propositions, et sur la justice qui, comme vous le savez, aujourd'hui est un enjeu, disons, d'équilibre sociétal, très important. Voilà. Donc d'ailleurs, sur ce plan, l'une des choses que l'on propose, c'est qu'on arrive à un dispositif où chaque prévenu, si vous êtes accusé, vous avez le droit d'être jugé par un jury. Aujourd'hui, au niveau de la justice, vous voyez bien que, prenons sur l'affaire Ousmane Sonko, s'il y avait un jury de 20 personnes, 30 Sénégalais qui avaient jugé, personne ne pourrait dire que la condamnation ou l'acquittement est manipulé. Revenir à l'ancien... Oui, parce qu'il y avait des jurés avec pour les assises qui ont été supprimées. Et nous pensons qu'il faut ramener ça et le rendre systématique sur l'ensemble, à toutes les instances, pour que ce soit un droit constitutionnel, de manière à ce que chaque fois que vous êtes accusé, vous puissiez demander à être jugé par un jury, parce que le jury, c'est le peuple. Si la population aujourd'hui ne fait pas confiance aux jurés pour prononcer un acquittement ou une condamnation, la population peut avoir un échantillon de ses représentants pour prononcer un acquittement ou une condamnation, mais il est évident que les juges restent ceux qui instruisent les affaires judiciaires. Donc ce genre de propositions, nous pensons que les Sénégalais doivent les entendre, et ces cas montrent que vraiment ça permettrait de stabiliser et la justice, et il y a aussi un certain nombre de propositions sur l'emploi que nous aurons l'occasion de développer. Vous avez dit tantôt que vous vous posez la question à savoir pourquoi aujourd'hui épiloguer sur la question du mandat que les textes ont déjà réglé. Absolument. Quel est votre point de vue? Est-ce qu'aujourd'hui le président doit se présenter pour une troisième candidature ou un troisième mandat? Le débat fait rage. Mais Bintas, en réalité, il n'y a pas de débat. Le Conseil constitutionnel a très bien répondu à cette question. Et je pense que pour que les Sénégalais comprennent ce que le Conseil constitutionnel a dit, de tous ces considérants, le plus important,
le plus important dont il faut se souvenir, c'est que le Conseil constitutionnel dit que le droit applicable à une situation doit être connu au moment où cette situation prend naissance. C'est sur la base de cette règle qu'ils ont dit qu'en 2012, Abdoulaye Wade pouvait se présenter parce que la durée du mandat et le nombre de mandats n'étaient pas connus au moment où il prenait fonction. Et puisque ce droit n'était pas connu, on ne peut pas l'appliquer à Abdoulaye Wade. En 2016, sur la réduction du mandat, le Conseil constitutionnel a utilisé le même principe pour dire que le droit sur la réduction du mandat n'était pas connu au moment où Macky Sall prenait le pouvoir en 2012. Donc cette disposition sur la réduction du mandat ne pouvait pas lui être appliquée. Après le référendum. Mais la question aujourd'hui, c'est est-ce que le nombre de mandats était un droit connu lorsque Macky Sall montait en 2012? Oui, ce droit était connu. Et donc si on reprend le même principe, le Conseil constitutionnel dit le droit applicable doit être connu au moment où cette situation prend naissance. Et le nombre de mandats était un droit connu au moment où Macky Sall prenait le pouvoir en 2012. Ce qui veut dire que il n'y a aucun moyen pour le Conseil constitutionnel qui a arbitré avec la même règle en 2012 sur l'affaire Abdoulaye Wade, en 2016 sur la réduction du mandat. Il est impossible que le Conseil constitutionnel se prononce d'une autre manière que sur la base de cette règle qui est en fait la clé d'interprétation de toutes les nouvelles dispositions. Et ça, pour moi, il est évident que le président Macky Sall le sait, Ismaïla Madior Fall le sait. Je pense qu'ils ont bien travaillé à verrouiller le texte. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'introduire cette question du troisième mandat dans le dialogue, ils pensent piéger le président, mais je pense que c'est le président qui les piège, parce que s'ils introduisent des dispositions, en tout cas une entente, ou des convenances ou des arrangements qui lui permettent d'aller à l'Assemblée nationale pour les changer, eh bien, ils vont changer un texte qui est aujourd'hui limpide, avec des règles limpides. Et pour moi, c'est pour ça que je ne m'étonne pas que le président de la République, jusque-là, n'ait pas dit qu'il va se présenter. Parce qu'il sait que le texte est verrouillé. Ce qui m'amène à vous poser cette question, parce que beaucoup d'acteurs ou même de l'opposition disent que ceux qui vont aller à ce dialogue, c'est juste une façon de dealer par rapport à ce troisième mandat. Bon, je n'oserais pas les accuser, je les respecte, je comprends les préoccupations des uns et des autres. Bon, en fait, c'est vrai que c'est plus des négociations qu'un dialogue. Parce qu'un dialogue, c'est une discussion sur l'intérêt général. Là, il s'agit de négociations pour voir ce que chacun peut-être peut tirer. Parce qu'on a déjà commencé à agiter le report de la présidentielle. Bon, mais ça, je pense que c'est une... Pas encore tenu. Oui, mais même ça, je pense... Parce que ça aussi, le Conseil constitutionnel a déjà arbitré sur cette question. Le mandat est intangible. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui ne peut plus être changé. Il n'y a aucun moyen d'introduire cette disposition de report. Et d'ailleurs, il faut parler de report lorsqu'il y a des conditions, disons, qui le justifient. On ne peut pas penser à un report sans que les conditions l'imposent. C'est pour ça, d'ailleurs... Mais les conditions que nous vivons ne peuvent l'imposer aussi. Oui, mais ces conditions, sur l'affaire Ousmane Sonko, c'est des questions qu'il faut... C'est pour ça, d'ailleurs, nous, on a fait un communiqué pour demander qu'il y ait une reprise du procès d'Ousmane Sonko. Parce que laisser cette opposition et que le passé veuille se présenter en 2024 et que du fait de sa condamnation par contumace, sa candidature... Vous parlez de quel procès avec Adji Sarr, c'est-à-dire que le passé, ils disent qu'ils vont se présenter en 2024. Or, il y a une condamnation par contumace. Mais cette question doit être réglée parce que si la candidature de M. Sonko est rejetée en 2024 et qu'il y ait des manifestations, ce sera l'occasion pour le président de la République de reporter les élections ou que les élections se tiennent sans qu'il y ait transparence et on peut se réveiller du jour au lendemain. Voilà, exact. Donc, il faut s'assurer que les conditions soient réunies. Est-ce que tout cela n'est pas fait sciemment justement parce qu'on a commencé à lancer les ballons de sang? C'est pour ça nous pensons que les choses aujourd'hui peuvent être réglées en justice. C'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, M. Ousmane Sonko a été condamné par contumace, mais que le code pénal dit que s'il se constitue prisonnier, la condamnation est annulée de droit. Et même s'il est arrêté, la condamnation est arrêtée de droit. Et la justice, c'est aussi la contradiction. Moi, je ne suis pas satisfait avec ce jugement parce qu'il faut que les deux parties soient présentes dans un procès. Et que je ne veux pas faire la leçon
au président qui a jugé cette affaire, mais il aurait fallu prendre les dispositions pour que M. Ousmane Sonko soit présent, et parce qu'il est là sur le territoire sénégalais, on ne juge par contumace que lorsqu'il est pratiquement impossible de se saisir de la personne, et donc je pense qu'il faudrait qu'on trouve le moyen de reprendre ce procès, ce qui permet d'ailleurs à M. Ousmane Sonko de garder la possibilité de rester en appel et de se prévaloir de droits qui lui permettent éventuellement d'être acquitté, ou voilà, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ce dialogue pour ça, tout cela pour faire que les élections de 2024... Lui ne participe pas. Non, je pense que nous n'avons pas d'enjeu. Nous allons consacrer notre énergie à communiquer avec les Sénégalais pour leur expliquer qu'il faut qu'ils restent sur cette posture d'indépendants. Il faut avoir une majorité d'indépendants et ne pas subir la division que les deux blocs veulent faire peser sur le Sénégal. Il y a également la question du parrainage. Les indépendants, vous le connaissez déjà. Oui, mais je pense que voilà, c'est une contrainte. C'est une contrainte, voilà. Voilà, je pense qu'il faut l'accepter et puis se battre pour ça. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Amadou Gueye, il est le président de l'UNIS, l'Union des indépendants du Sénégal. Merci d'avoir suivi et puis très bon week-end à tous et à toutes.